Aujourd'hui, nous allons parler d'une dimension essentielle, d'un type de confiance souvent invisible, mais profondément ancré dans notre expérience, celle qui touche à l'identité. Pas celle qu'on affiche sur nos profils, mais celle qu'on ressent au plus profond. Notre culture, notre corps, notre genre, notre manière d'exister dans un monde qui nous juge souvent avant de nous comprendre. C'est la confiance qui se construit non pas en dépit de nos différences, mais grâce à elles. Avant de continuer, les amis, j'aimerais vous parler d'un espace différent. Ce podcast existe sous plusieurs formats. Sur Apple Podcast, un abonnement donne accès à un cycle audio fermé intitulé Le Manifeste, composé de 20 épisodes courts, pensés comme des prises de parole directes. Un espace distinct existe également sur Patreon, avec des formats plus longs et approfondis sur patreon.com/LeviHolidayGreen-FR. Revenons maintenant au cœur de l'épisode. Il s'agit de cette assurance tranquille, d'avoir le droit d'exister tel que vous êtes, sans vous excuser, sans vous justifier, sans devoir adapter votre voix, vos mots, votre manière d'être pour rentrer dans le cadre. Parce que parfois, le manque de confiance ne vient pas d'un échec personnel, d'un manque de courage ou d'ambition, mais d'un contexte ou d'un regard extérieur, celui de la société, du monde professionnel, ou même de nos proches, qui, sans le vouloir, nous fait douter de notre valeur. Parce que le manque de confiance ne naît pas toujours de l'échec. Il naît souvent du regard des autres, de ce sentiment diffus de devoir s'adapter, s'excuser, se justifier pour être accepté. Et c'est ce regard, extérieur mais profondément intériorisé, que nous allons apprendre à transformer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de ces blessures silencieuses, celles du sentiment de ne pas être comme les autres, et surtout de la manière de les transformer en force intérieure. Nous allons explorer comment retrouver la fierté d'exister pleinement au travers des témoignages d'Inès, Claire, Aurélie et Marion. Ensuite, nous aborderons des aspects psychologiques de cette forme de confiance liée à l'identité culturelle et de genre. Les amis, restez à l'écoute, car il y a un bonus à la fin de cet épisode. Voici le témoignage de Inès. Inès entre deux mondes. Inès, ingénieure brillante, se sent invisible dans son entreprise. Inès a 27 ans. Ses parents sont originaires du Maroc, mais elle a grandi à Lyon, et ensuite elle est venue s'installer à Paris. Elle a fait des études brillantes, travaille aujourd'hui comme ingénieure dans une grande entreprise française. Lors des réunions, elle observe un phénomène subtil. Quand elle prend la parole, on l'écoute poliment, mais quand un collègue répète la même idée avec d'autres mots, soudain tout le monde approuve. Un matin, lors d'une réunion stratégique, elle décide de présenter une idée novatrice sur la gestion des ressources. La salle de réunion est glaciale, clim poussé à fond. Autour de la grande table, des voix se superposent, des rires polis, des phrases rapides. Inès prend une inspiration avant de parler. Elle a préparé sa présentation toute la nuit. Ses mains tremblent légèrement sur le stylo. Elle dit « Je pense que si on intègre le feedback client dès la phase pilote, on gagnera en réactivité sur le long terme. » Silence. Quelques hochements de tête sans conviction. Puis Thomas, son collègue, reprend « En gros, on pourrait tester le produit plus tôt pour ajuster en temps réel. » Et soudain, tout le monde approuve. « Ah oui, bonne idée, Thomas !» Elle reste immobile, un léger sourire figé sur le visage. À l'intérieur, ça brûle. Pas de colère, non, plutôt une invisibilité douloureuse. Pourquoi, quand c'est moi qui parle, le message passe à travers? Dans le miroir des toilettes, elle croise son propre regard. Elle remarque ses boucles sombres, son teint doré, ce léger accent du sud que parfois elle cache, et une phrase s'échappe, à peine un murmure. « Je suis trop de là-bas pour être d'ici, et trop d'ici pour être de là-bas. » Les jours passent. Elle commence à douter. Elle modifie sa voix, elle parle plus doucement, elle ajuste son style, ses références, elle supprime certaines expressions. Elle remplace « Inch'Allah » par « On verra », ses tagines du midi par des salades fades avalées devant l'écran. Elle évite les sujets qui pourraient marquer une différence.
Mais plus elle s'efface, plus elle a le sentiment de trahir celle qu'elle est. Chaque compromis la rend plus intégrée et plus étrangère à elle-même. Un soir, en rendez-vous, elle se confie à sa spécialiste de la confiance en soi. « Je me sens toujours entre deux mondes, trop française ici, trop marocaine là-bas. Je ne sais plus où est ma place. À force de m'adapter, j'ai l'impression d'avoir effacé quelque chose. » Et la spécialiste de la confiance en soi lui a dit « Tu n'as pas à choisir entre tes racines et ton présent. Tu es la rencontre des deux. C'est ta force, pas ton problème. Ta place n'est pas à choisir, Inès, elle est à créer. » Parce que la confiance culturelle, c'est ça. Réconcilier toutes vos appartenances. Ce n'est pas devoir choisir entre deux identités, mais honorer la richesse de chacune. Ses yeux se remplissent de larmes. Pas de tristesse, de reconnaissance. Quelques semaines plus tard, Inès a animé une présentation sur l'innovation inclusive. Durant la présentation, elle ose parler d'elle, de sa double culture. C'est la première fois qu'on l'écoute vraiment. Elle a partagé un exemple inspiré de la culture artisanale marocaine. Quand elle termine, un silence ému remplit la salle, puis des applaudissements sincères. Ce jour-là, Inès n'a pas performé, non seulement elle a captivé son auditoire, mais surtout, elle s'est reconnue elle-même. Elle a osé exister tout entière. À partir de ce jour-là, Inès a décidé de continuer progressivement d'assumer sa dualité culturelle, parce qu'elle a cessé de se cacher. Désormais, Inès comprend alors que la confiance ne naît pas dans la conformité, mais dans l'authenticité assumée. Les amis, voici le témoignage de Claire. Claire et le regard sur son corps. Claire, 25 ans, a grandi dans un monde où on lui a répété qu'il fallait être mince pour être aimé. Tu as un beau visage, si seulement tu perdais un peu de poids. Cette phrase, elle l'a entendue 100 fois. Et à force, elle a fini par y croire. Chaque régime qu'elle entreprenait devenait une bataille contre elle-même. Même lorsqu'elle réussissait, le regard qu'elle portait sur son corps ne changeait pas. Parce qu'au fond, elle n'avait jamais appris à s'aimer autrement qu'à travers le prisme du jugement. Chaque matin, Claire commence sa journée par un verdict. La balance. Les chiffres dictent sa valeur. Un peu moins, elle sourit. Un peu plus, elle se déteste. Depuis l'adolescence, elle a appris que son corps était de trop. Tu as un joli visage, si seulement tu perdais un peu de poids. Cette phrase, elle l'a entendue des centaines de fois, jusqu'à la croire. Alors Claire a commencé à disparaître. Dans les photos de groupe, elle se met derrière. Dans les conversations, elle se tait. Dans le métro, elle rentre le ventre. « Je prends trop de place », pense-t-elle. Le soir, elle se regarde dans le miroir, « Si seulement je pouvais être quelqu'un d'autre ». Un jour, en rendez-vous, elle dit à la spécialiste de la confiance en soi, la voix brisée, « J'ai l'impression de passer ma vie à demander pardon d'exister ». La spécialiste de la confiance en soi lui demande « Et si ton corps pouvait te parler, que dirait-il » Elle reste silencieuse, puis finit par murmurer « Il dirait qu'il en a marre d'être détesté alors qu'il m'a toujours porté. » Les larmes coulent enfin. Des années de jugement se dissolvent dans un souffle. La spécialiste de la confiance en soi lui dit « Tu n'as rien à corriger, Claire. Tu as juste à te réconcilier. » Ce soir-là, elle écrit une lettre à son corps. Elle y dit merci. Merci pour sa force, ses jambes, son cœur, sa peau. Et un jour, elle poste une photo d'elle, en robe rouge, sans filtre, avec ce message. « Je ne cherche plus à être plus petite. Je choisis d'exister à ma taille réelle. » Et cette phrase est devenue un symbole de renaissance. Parce que la confiance corporelle, c'est le moment où l'amour de soi devient plus fort que le regard des autres. Ce jour-là, elle n'a pas seulement repris confiance, elle a repris possession d'elle-même. Désormais, chaque jour, elle choisit et continue de s'aimer elle-même en premier, malgré les hauts et les bas, et peu importe les regards et les critiques des autres. Parce que la confiance corporelle ne naît pas du miroir, elle naît du regard que l'on décide d'avoir sur soi. Les amis, voici le témoignage de Aurélie. Aurélie est la fatigue invisible du handicap. Aurélie a 33 ans. Elle est graphiste indépendante, passionnée et talentueuse. Mais elle vit depuis 10 ans avec une sclérose en plaques.
Une maladie invisible, mais épuisante. De l'extérieur, rien ne paraît. Elle marche, parle, travaille normalement. Mais à l'intérieur, son corps la trahit parfois. Douleur soudaine, fatigue écrasante, engourdissement. Ce handicap invisible, c'est sa plus grande épreuve. Parce qu'il ne se voit pas, on le minimise. Et à force d'entendre « tu as l'air en pleine forme », elle a commencé à se sentir illégitime dans sa souffrance. Le matin, elle ouvre les yeux avec la peur d'un nouveau symptôme. Certains jours, elle travaille avec aisance. D'autres, elle a du mal à tenir debout. Pourtant, chaque jour, elle affiche le même sourire. « Tu as l'air en forme », lui disent ses collègues. Et elle répond toujours « oui, ça va ». Parce qu'avouer la fatigue, c'est prendre le risque d'être perçu comme faible. Mais cette façade a un prix. Épuisement, isolement, culpabilité. Un soir, après une journée où son corps l'a trahi, elle craque. Elle se confie à sa meilleure amie Louise. « J'ai honte, Louise. J'ai honte de ne pas pouvoir suivre le rythme. » Louise lui répond doucement « Tu n'as pas à prouver ta force. Tu la vis, chaque jour, dans le silence. » Ces mots la font pleurer. Elle n'avait jamais entendu quelqu'un reconnaître cette guerre invisible. Peu à peu, elle apprend à ralentir, à s'écouter, à écouter son corps au lieu de le pousser, à dire non sans s'excuser, dire non sans se justifier, à choisir ses priorités sans culpabilité. Puis un jour, elle écrit ce message sur LinkedIn. « J'ai un handicap invisible. Parfois je cours, parfois je rampe. Mais chaque matin, je choisis de recommencer. » Elle a reçu plus de 300 messages de soutien. Et puis, le message devient viral. Des femmes lui écrivent « Tu viens de mettre des mots sur ce que je vis. Tu la gagnes. Merci, grâce à toi, je me sens moins seule. » Ce jour-là, Aurélie a compris que son handicap n'était pas une faiblesse, mais une leçon vivante de courage. Elle comprend également que sa fragilité n'est pas une limite, mais un acte de courage en pleine lumière. Reconnaître dans ses doutes, ses gestes quotidiens, ses pensées silencieuses, avant de l'amener vers une libération intérieure. Les amis, voici le témoignage de Marion. Marion, la voix qu'elle avait mise en pause. Marion a 38 ans. Avant, sa vie avait un rythme clair, une structure, une reconnaissance. Chef de marque dans une grande marque de luxe internationale, elle jonglait entre deadlines, présentations et brainstorming jusqu'à tard le soir. Elle se sentait vivante, utile, compétente. Chaque projet validé lui donnait cette dose d'adrénaline qu'elle confondait, sans le savoir, avec la confiance en soi. Et puis, un jour, tout a basculé. Pas brutalement, mais doucement, imperceptiblement. Une grossesse, un congé maternité, une mise entre parenthèses temporaire. C'est ce qu'elle pensait. Les premiers mois ont été un tourbillon. Les pleurs, les biberons, les nuits hachées, les listes de choses à ne pas oublier. Et au milieu de ce chaos tendre, une question a commencé à germer. Où suis-je moi, là-dedans ? Elle adorait ses enfants. Mais elle se sentait de plus en plus invisible. Pas seulement dans la société, dans son propre regard. Le monde autour d'elle semblait continuer à avancer, pendant qu'elle restait immobile dans un quotidien répétitif. Le matin, elle préparait les petits déjeuners. À midi, elle pliait le linge. Le soir, elle scrollait sur son téléphone, regardant d'autres femmes réussir sur LinkedIn ou Instagram, tout en se sentant coupable de se comparer. Un jour, son mari lui a demandé « Tu ne voudrais pas reprendre un peu ton travail ? Ça te ferait du bien ?» Elle a souri machinalement, mais à l'intérieur, cette phrase l'a transpercée. Parce qu'elle voulait, oui, mais elle ne savait plus comment, et surtout, elle n'était plus sûre d'en être capable. Quand elle a enfin repris le chemin du travail, les premiers entretiens ont été une claque. Les recruteurs regardaient son CV, fronçaient légèrement les sourcils devant les 4 ans d'interruption. « Vous avez pris du temps pour votre famille ?» « Oui. »« Ah, d'accord. » Ce « ah » disait tout. À chaque fois qu'elle rentrait chez elle, Marion se sentait un peu plus petite. Elle revivait ces moments dans sa tête, les reformulait, imaginait ce qu'elle aurait pu dire. Mais la vérité, c'est qu'elle doutait de tout. De sa mémoire, de son ton, de ses compétences. « J'ai l'impression d'avoir disparu dans le rôle de mère », m'a-t-elle dit un jour, la voix tremblante. « Je ne sais plus qui je suis en dehors d'eux. » Lors de sa séance, chez sa spécialiste de la confiance en soi, elle l'a invitée à se replonger dans son quotidien non pas comme un effacement, mais comme un apprentissage. Ensemble, elles ont travaillé sur la reconnaissance intérieure,
cette capacité à valider soi-même sa valeur quand le monde ne la reflète plus. La spécialiste lui a dit « Tu crois que tu as mis Pavie sur pause, mais regarde ce que tu as appris dans ce silence. La patience, la gestion du chaos, la force tranquille, la diplomatie. Ce sont des compétences qu'aucune école ne t'aurait enseignées. » Peu à peu, quelque chose a recommencé à bouger. Elle a osé se réinscrire à une formation courte pour actualiser ses compétences. Elle a repris contact avec une ancienne collègue. Et surtout, elle a recommencé à se regarder dans le miroir, non plus comme une version fatiguée d'elle-même, mais comme une femme en transition. Quelques mois plus tard, elle a décroché un poste de coordinatrice dans une PME. Lors de l'entretien final, le recruteur lui a dit « On a besoin de votre calme. On sent que vous savez garder la tête froide même quand tout a bancé. » Ce jour-là, Marion a souri profondément. Parce qu'elle a compris. Ces années qu'elle avait cru perdues, c'étaient les années où elle s'était renforcée. Pas dans le bruit, mais dans le silence. Pas dans la lumière, mais dans la constance. Aujourd'hui, elle dit souvent à d'autres femmes « Tu n'as pas besoin de revenir comme avant. Tu es déjà revenue, mais différente. Et c'est ça ta force. » Et peut-être que vous aussi, vous vous reconnaissez dans cette histoire. Peut-être que vous avez eu l'impression de mettre votre vie en veille, de ne plus être productive, de ne plus servir à rien. Mais la vérité, c'est que vous étiez en train de vous reconstruire. Parce que la confiance, parfois, ne se trouve pas dans le mouvement. Elle se trouve dans la lenteur, dans la redéfinition, dans cette voix qui recommence doucement à dire « Je suis encore là ». Les amis, prenez le temps de réfléchir sur les témoignages Inès, Claire, Aurélie et Marion. Et si vous avez déjà vécu cette situation, comment avez-vous réagi? Partagez vos expériences en commentaire, si vous écoutez le podcast sur YouTube, ou dans l'espace commentaire de la plateforme où vous écoutez cet épisode. Confiance et identité culturelle et de genre. 1. L'identité culturelle et de genre comme socle de la confiance. Des recherches en psychologie sociale, notamment celle de Claude Steele, 1997, Stanford University, ont montré que la menace du stéréotype, le simple fait d'être conscient d'un jugement lié à son identité, peut réduire significativement la performance et la confiance. Autrement dit, quand vous sentez que votre différence est observée, votre cerveau active des signaux de stress qui diminuent votre fluidité, votre mémoire et votre assurance. Mais l'inverse est aussi vrai. Lorsque vous êtes accepté et valorisé pour qui vous êtes, votre système nerveux se régule, vos capacités s'expriment pleinement. Authenticity is the daily practice of letting go of who we think we are supposed to be and embracing who we are. Cela signifie en français, l'authenticité est la pratique quotidienne qui consiste à lâcher ce que nous pensons devoir être pour embrasser ce que nous sommes. De Dr Brené Brown, chercheuse à l'Université de Houston. 2. Le poids du regard social. Les recherches de Brené Brown de l'Université de Houston montrent que la honte sociale, qu'elle soit liée au corps, à la culture ou au handicap, est l'un des plus puissants inhibiteurs de la confiance. Shame corrodes the very part of us that believes we are capable of change. Cela signifie, la honte corrode la partie même de nous qui croit encore au changement. La honte, c'est le contraire de la confiance. Elle vous fait croire que vous devez être différente pour mériter l'amour. Autrement dit, plus on se sent jugé, plus on s'éloigne de soi. La véritable libération commence quand on comprend que le regard des autres ne définit pas notre identité. Mais les études de Christine Neff, Université du Texas, 2011, sur l'autocompassion montrent que la bienveillance envers soi-même est le premier moteur de reconstruction de confiance après des expériences d'exclusion ou de jugement. 3. Comment l'environnement influence l'estime et la voix intérieure. Les neurosciences sociales, de Cacioppo et Burnson, 2009, ont prouvé que le sentiment d'exclusion ou de rejet active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique.
C'est pourquoi une micro-agression, une remarque ou un ton condescendant peuvent blesser plus qu'on ne l'imagine. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce processus est réversible. L'auto-affirmation, Self-Affirmation Theory, de style 1988, montre qu'en se reconnectant consciemment à ses valeurs, on neutralise l'effet du jugement social. En d'autres termes, plus vous revenez à ce qui vous définit vraiment, moins l'extérieur peut vous déstabiliser. 4. Les micro-agressions et la blessure invisible. Des études publiées dans le Journal of Counseling Psychology 2020 ont révélé que les micro-agressions répétées, remarques implicites, jugements physiques, moqueries voilées, activent dans le cerveau les mêmes zones que la douleur physique. C'est pourquoi les personnes confrontées à la stigmatisation ressentent une fatigue émotionnelle chronique, souvent sous-estimée. Mais les travaux de Derald Wing Siu, Columbia University 2010, montrent que nommer ces expériences, ces biais, est déjà un acte de libération. Identifier ce que vous subissez permet de ne plus le confondre avec votre valeur. De plus, en parler avec vos proches, un thérapeute ou un psychologue, est déjà un acte de reconstruction. La prise de conscience redonne le pouvoir. Le problème cesse d'être moi pour redevenir ce que j'ai subi. C'est le premier pas vers la libération. Six leviers pour restaurer la confiance identitaire. 1. Ancrez votre fierté. Écrivez 3 choses qui font votre singularité et qui ont contribué à vos réussites. La différence devient une ressource dès qu'elle est nommée et valorisée. 2. Reconnaître la blessure sans s'y réduire. Ce n'est pas de la faiblesse d'admettre que le regard des autres blesse. Dire « oui, ça m'a blessé » ne signifie pas se victimiser. C'est un acte de lucidité. C'est nommer le point de départ de la guérison. Ce que vous nommez, vous commencez à guérir. 3. Réhabilitez votre singularité. Votre accent, votre corps, votre rythme, votre histoire, vos particularités physiques, tout cela fait partie de votre beauté. Les recherches d'Anne Masten, 2014, sur la résilience montrent que le sentiment d'identité stable est un facteur clé d'adaptation, de réussite à long terme, et également d'équilibre résilience et psychologique durable. 4. Changez le contexte, pas votre essence. Entourez-vous d'environnements où votre authenticité est accueillie, pas jugée. Comme le disait Maya Angelou, « You only are free when you realize you belong no place, you belong every place, no place at all ». Cela signifie « Vous êtes libre lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'appartenir à un lieu pour exister. Vous appartenez à vous-même. » 5. Choisir le bon miroir. Ne laissez pas les autres définir votre reflet. Entourez-vous de personnes qui voient votre essence avant votre apparence. Oui, les amis, tournez-vous vers les espaces, les personnes et les projets où votre différence est accueillie, pas tolérée. Entourez-vous de personnes qui voient votre lumière avant votre différence, parce que la confiance grandit dans les environnements où vous pouvez respirer sans vous justifier. Et souvenez-vous, votre regard sur vous-même a toujours plus de pouvoir que celui des autres. 6. Reconnaître le courage de votre parcours. Chaque fois que vous doutez, rappelez-vous, vous avez déjà survécu à 1000 jugements. Vous avez déjà tenu debout quand c'était plus simple de vous taire. Ce courage-là, personne ne peut vous le retirer. Si ces histoires ont résonné en vous, si vous avez parfois senti que votre confiance s'est effritée sous le poids du regard des autres, par la différence, par le regard, par la comparaison, alors je vous invite à aller plus loin dans le livre « Les 7 secrets pour booster la confiance en soi » de Levi Holiday Green, disponible sur Amazon. Ce livre propose un exercice introspectif
pour identifier vos qualités uniques et un second pour renforcer votre estime personnelle à travers l'auto-reconnaissance. Ces pratiques vous aident à bâtir une confiance qui reflète qui vous êtes vraiment et non ce qu'on attend de vous. Parce que la vraie confiance ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, elle consiste à vous souvenir de qui vous êtes déjà. La confiance liée à l'identité, c'est l'art d'habiter pleinement sa différence sans s'excuser. C'est comprendre que vos origines, votre culture, votre genre, vos expériences ne sont pas des obstacles, ce sont vos fondations. Alors cette semaine, les amis, je vous invite à 3 exercices. Voici l'exercice numéro 1. 1. Remarquez chaque moment où vous vous êtes adapté pour être accepté. 2. Vous demandez « Et si je n'avais plus besoin de le faire ?» Et 3. Répétez doucement « Je n'ai rien à prouver, je suis déjà complet ». Et souvenez-vous, la confiance la plus vraie naît le jour où vous cessez de vous travestir pour mériter l'amour du monde. La confiance identitaire, c'est l'art de se sentir légitime dans sa propre peau. C'est dire « Je ne suis pas une exception, je suis une expression ». Voici l'exercice numéro 2. 1. Observez chaque fois que vous minimisez votre différence. 2. Vous demandez « Et si c'était justement ma force ?» Et 3. Répétez « Je mérite ma place telle que je suis ». Et souvenez-vous, ce n'est pas votre conformité qui inspire le monde, c'est votre singularité. Inès, Claire, Aurélie, Marion nous rappellent d'une vérité essentielle. La confiance ne se trouve pas dans le regard des autres, elle se construit dans la réconciliation avec soi. Voici l'exercice numéro 3. Alors cette semaine, je t'invite à te poser 3 questions. 1. Quelle part de moi ai-je appris à cacher? 2. À quel moment ai-je cessé de me trouver belle, légitime, digne? Et 3. Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me réconcilier avec cette part-là? Les amis, si vous souhaitez aller plus loin, l'abonnement Apple donne accès à un cycle audio fermé intitulé « Le Manifeste », composé de 20 épisodes courts, centrés sur la posture, la responsabilité et l'alignement intérieur. Il existe également un espace distinct sur Patreon avec des épisodes plus longs et plus approfondis autour de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la psychologie et du développement personnel, incluant des contenus approfondis et des liens vers les sources utilisées. Disponible sur patreon.com/LevyHolidayGreen-fr. Ce sont 2 espaces différents, pensés pour des niveaux d'engagement différents. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous si vous voulez poursuivre ce voyage intérieur. Et souvenez-vous, votre différence n'est pas une barrière, c'est votre empreinte.